Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. Gérard Janus est notre invité toute cette semaine. Il est pasteur et inspecteur ecclésiastique au sein des églises luthériennes d'Alsace. Il nous parle notamment de son livre, on a parlé déjà hier et avant-hier du livre La demeure du silence, un livre qui s'interroge sur le rôle joué par l'Église et les pasteurs durant la Seconde Guerre mondiale. Un livre qui parle également d'une démarche tout à fait personnelle. Alors on continue le dialogue aujourd'hui, notamment autour de la question du secret. C'est intéressant de s'interroger sur le secret, surtout quand on se dit qu'un pasteur ou un curé, un responsable d'église dans un village d'Alsace, parlons de ce qui se passe chez nous, peut-être est au courant de secrets qui existent dans les familles. Ça vous met un petit peu au centre de ces questions-là. Est-ce que vous avez cette sensation-là ? Alors ça, c'est un secret très particulier. C'est ce qu'on appelle le secret de la confession. Ce secret-là est très précieux. Ça, c'est quelque chose dont on ne peut pas parler. C'est des choses qui sont confiées aux prêtres ou aux pasteurs ou éventuellement à d'autres personnes, et que cette personne-là, parce qu'elle est soumise au secret professionnel, doit garder. Ça, c'est pas le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est des secrets dans les familles ou dans les groupes humains. C'est différent. Je marque vraiment une différence parce que je n'ai pas le droit de révéler des choses qu'on me confie. Et justement, en tant que personne qui réceptionne cette confidence, vous devez avoir une bonne mesure du niveau de secret ou de poids qui peuvent exister chez les uns et chez les autres, ici. Oui, alors, mais je commence encore une fois par mon propre exemple. Vous voyez, il y a dans ma famille un secret qui était gardé. C'est le fait que mes grands-parents paternels, ma grand-mère, avait une fille d'un premier mariage qui n'a pas eu lieu, en fait, puisque son amour de jeunesse, c'est un homme qui est tombé dans la Première Guerre mondiale. Mais elle était enceinte, et donc il y a un enfant qui est là, et que mon grand-père paternel finit par reconnaître assez tardivement. Mais cette personne, pour moi, c'était toujours la tante. Donc, à côté de mon père et de son frère, il y avait une troisième enfant de ce mariage. Et c'est un secret très banal. On ne dit pas que cette personne-là, en fait, est la fille d'un homme qui est tombé au moment des combats de la Première Guerre mondiale. Des secrets comme ça, il y en a presque dans toutes les familles en Alsace et en Moselle. Et ça, c'est un bon exemple de quelque chose on a peur de dire. Et alors, les enfants grandissent, c'est la tante machin truc. Ah oui, mais en fait, le grand-père n'est pas son père. Oui, il y a des choses, des secrets qui s'installent et finalement, c'est presque impossible de les questionner des années plus tard. Parce que c'est douloureux. Donc, c'est évident que quand on a vécu quelque chose de douloureux, c'est difficile à raconter. Et malgré tout, le fait de pouvoir en parler un jour a un effet positif et libérateur. Alors, c'est vrai qu'on a cette image de l'ancien temps, entre guillemets, où les choses n'étaient pas dites. Est-ce que vous avez la sensation qu'aujourd'hui, on a réussi à largement vaincre ces non-dits et à être dans un dialogue apaisé dans les familles, ou est-ce qu'effectivement, on garde très largement cette culture du non-dit aujourd'hui encore ? Alors ça, je crois que ça ne change pas. C'est-à-dire que la façon dont on parle va changer, mais la problématique du non-dit, elle sera toujours là. Ça appartient à la nature humaine, à la psychologie humaine. Aujourd'hui, les communications, évidemment, sont extrêmement différentes. On dit plein de choses. On utilise les réseaux sociaux à tort et à travers. Pas moi, d'ailleurs, je m'abstiens de ça. Mais on a l'impression de communiquer très largement et en fait, on communique ce qu'on veut. Et je pense que la problématique du non-dit, elle est restée.
Alors, dans votre livre, hein, justement, on le rappelle, hein, La demeure du silence, Gérard Janus, eh bien, vous parlez avec beaucoup de tact, hein, de toutes ces questions. Mais du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer alors, votre regard sur comment un secret peut laisser des traces, justement, dans un groupe, au travers de générations qui se succèdent, des générations qui peut-être n'étaient même pas en connaissance. Et forcément, c'était un secret, ils ne le savaient pas, et pourtant, ils sont impactés. Comment est-ce que ça se passe? Alors là, il faut que je vous parle de mon père, hein. La relation père-fils, c'est une relation importante. Ma mère a vécu longtemps et j'ai eu la chance de l'accompagner encore dans les derniers mois de sa vie. Et c'était important pour moi. Mon père est mort assez jeune, il avait 60 ans. Et après sa mort, finalement, je me suis dit, zut, on a loupé des choses, lui et moi, hein, moi et lui, hein. Et il ne m'a pas parlé de son père à lui. Alors pourquoi, hein? C'est un peu ça le moteur de ce récit. C'est le silence aussi de mon père. Et j'ai l'impression qu'il a porté pendant toute sa vie un poids sur ses épaules qui était lié au fait que quand il était enfant, il est né en 1933, hein, donc il faut imaginer qu'en 1945, quand son père est envoyé en camp d'internement, ça impacte un garçon qui a 12 ans, hein. Et forcément, ça impacte le regard que ses camarades vont porter sur lui, hein. Et de ça, on n'en a jamais parlé, hein. Et évidemment qu'on aurait pu imaginer qu'un jour, ces questions-là, on puisse échanger sur ces questions, mais le fait qu'il ne me parle jamais de son père empêchait toute introspection dans cette direction. Mais est-ce que c'est pas compliqué de parler du passé puisque 30 ans plus tard, effectivement, on a souvent des images complètement floutées ou des images où on se souvient de certains traits qu'on a grossis avec le temps qui a passé, mais finalement, on n'arrive plus à avoir vraiment une image réelle de ce qui s'est réellement passé, de ce qu'on a réellement ressenti à une époque? C'est ça. Nous ne sommes pas des gens qui sont tout le temps dans le passé, bien sûr. Nous sommes tournés vers l'avenir, hein, et nous sommes inscrits dans le présent. Mais il y a une chose qui s'appelle la mémoire, hein. Et la mémoire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Dans la Bible, c'est extrêmement présent, hein. C'est souviens-toi. Et il faut que le peuple de Dieu se souvienne d'où il vient, ce qu'il a traversé, que c'est Dieu qui l'a libéré. Et dans la mémoire individuelle, la mémoire, c'est essentiel. La mémoire nous construit, hein. Et si nous n'avons pas accès à certains souvenirs du passé, eh bien, notre mémoire va se construire, mais en partie seulement, hein, et quelque chose va nous manquer, hein. Alors, Gérard Janus, justement, profitons de votre expérience, vous qui effectivement avez justement travaillé à comprendre ce secret-là de famille. Puis, effectivement, il y a eu tout un travail qui a dépassé ce cadre et qui a permis d'écrire votre livre. Qu'est-ce que vous conseillez à ces familles qui souhaiteraient peut-être briser des secrets, créer une forme de transparence et de dialogue, mais c'est difficile, j'imagine, de poser la première pierre. Comment est-ce qu'on peut faire? Moi, je constate que des gens rédigent des récits de vie. Ça, c'est une façon très intéressante. Parfois, on fait appel à quelqu'un de l'extérieur, de la famille, pour aider un ancien à rédiger son récit de vie. Certains anciens le font d'eux-mêmes, hein. Je vois des anciens qui ont été militaires et puis qui racontent ce qu'ils ont vécu, aussi un peu les choses traumatisantes pendant la guerre. Mais il y a aussi des efforts collectifs à faire. Alors, il y a tous les livres, hein. En Alsace, il y a énormément de livres sur la guerre, notamment les Malgré nous. Mais quand vous tapez, par exemple, sur un moteur de recherche d'une bibliothèque Malgré nous, vous trouvez 1000 titres, hein. Et quand vous tapez épuration, vous en trouvez nettement moins, hein. Donc, c'est un peu ça qui m'a motivé, c'est d'aller chercher ce qui est un peu moins mis en évidence. C'est vrai, mais c'est très rigolo, hein, puisque, enfin très rigolo, pas du tout, mais c'est très intéressant j'ai moi-même expliqué à mon fils qui a 4 ans que son arrière-grand-père, donc mon grand-père, effectivement, avait été intégré dans l'armée allemande et avait combattu en Russie. Et ça, pour lui, c'était inconcevable que son grand-père soit dans, que son arrière-grand-père soit dans Oui. du côté des Allemands, hein, du coup, dans cette guerre terrible. Mais parce que cette génération, mais aussi celle de mes enfants, ils ont été façonnés par des images de films, hein.
Et alors, quand on voit des films, ben, c'est le soldat américain qui est le bon et le soldat allemand, c'est le méchant. Mais bien sûr que l'histoire est beaucoup plus compliquée, hein. Et donc, il s'agit de restituer aussi à la génération qui vient une part de cette complexité, hein. Et là, le secret, alors, il ne faut pas non plus y aller au bazooka, hein. Moi, j'ai l'impression d'avoir utilisé des outils qui ne sont pas tranchants. J'ai pas utilisé la pelleteuse, quoi. J'ai essayé d'utiliser des outils adéquats. Ceci dit, après, c'est au lecteur d'en juger, hein. Mais j'ai essayé de creuser. Je cite d'ailleurs en exergue un poète qui dit: «Je forge, je creuse dans du souvenir, dans du silence», hein. Et pour faire ça, il faut se confronter à certaines archives, à certains documents, et puis entendre des récits, hein. Notamment ma mère, je l'ai aussi écoutée raconter des souvenirs de son enfance. C'est vrai que ça, pour ceux qui n'ont pas l'habitude du dialogue, prendre le temps de peut-être d'enregistrer pour les jeunes, les plus anciens, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, si on en a encore. Effectivement, prendre un temps pour les enregistrer avec un audio comme, tous les jeunes savent le faire Oui, aujourd'hui. oui. Ça peut être effectivement un bel outil pour encore plus tard faire vivre la mémoire de ceux qui seront peut-être partis. D'ailleurs, dans les écoles, c'est un travail qui se fait. J'ai X exemples de collèges, de lycées avec des profs d'histoire où on fait un travail sur l'histoire locale. Il faut quand même dire aussi au passage que l'éducation nationale transmet un récit historique très national, hein. On oublie très largement d'entrer aussi dans le récit des régions de France, hein. Et là, il y a un sacré rattrapage à faire. Merci Gérard Janus. On le rappelle, hein, vous êtes pasteur et inspecteur ecclésiastique au sein des églises luthériennes d'Alsace, l'église protestante. Vous avez écrit ce livre, hein, La demeure du silence, un livre qui se lit vraiment très bien. Et effectivement, le tact que vous citiez avant, c'est quelque chose que nous avons relevé aussi, hein, dans ce livre, hein, par rapport à ce sujet qui est délicat, à savoir notamment le rôle de l'église protestante, de l'église durant la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc on vous retrouve demain, Gérard Janus, pour continuer à échanger sur ces questions. Et cette fois-ci, on va s'interroger un petit peu plus, eh bien, on va s'intéresser à votre parcours personnel à vous, hein, vous découvrir un petit peu mieux vous et par extension, eh bien, l'Église protestante aujourd'hui. Merci en tout cas d'être avec Avec nous plaisir. toute cette semaine. À demain.